Allez, on retrouve nos chers invités après la pause pour le journal. Ils sont là. Joa Komi Telake, il est journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Et le doyen Germain Pouli, journaliste également, directeur de publication de Togo Réveil. On va donc quitter Ouagadougou pour Bamako au Mali. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a réclamé mardi 18 octobre au Conseil de sécurité des moyens nécessaires pour assurer son mandat dans un pays où la situation sécuritaire reste volatile dans plusieurs régions et où ces sanctions subissent des restrictions. Alors, Joaquim Talaké, d'abord, une idée sur la situation, surtout au Mali, et j'allais dire surtout au nord du Mali actuellement en tant que journaliste. Oui, je pense que c'est un peu déplorable, il faut le dire avec beaucoup d'insistance. Si jusqu'ici, les forces du Mali ne sont pas encore hors territoire, et je crois et souhaite plutôt toutes les chances à tout le gouvernement de pouvoir faire encore d'efforts, surtout en partenariat donc avec les forces crédibles qui sont en jeu. Alors, par rapport à la question de la sécurité et de l'aménagement, vous savez, il a relevé 2 points. Le chef de la mission a relevé 2 points. Il a parlé de la restriction en parlant des moyens nécessaires pour agir. Ça sous-tend deux sujets. D'abord, dans le rapport fait par le secrétaire général de l'ONU, il a précisé que le mouvement ou encore l'aménagement subit une restriction de mouvement et que la majorité ou la plupart de ces restrictions viennent des autorités maliennes. Et au même moment, nous voyons le chef de la MINUSMA qui dit ouvertement qu'il nécessite ou qu'il veut avoir plus de moyens et agir. Alors ici, la question est de savoir est-ce que les moyens dont il réclame sont-ils matériels, humains, ou encore les moyens de liberté sur le terrain pour pouvoir agir. Ouais, parce que il y a ça aussi. Il y a forcément, il faut analyser ça parce que si l'aménagement n'a pas la liberté de pouvoir intervenir sur tous les terrains et qu'ils reçoivent des restrictions venant donc des autorités maliennes, c'est ce que le rapport fait par le secrétaire de l'ONU a dit, et que le chef de cette mission au Conseil de sécurité dit qu'ils ont besoin de plus de moyens pour agir. Moi, je trouve que cette déclaration ou cette volonté se heurte à deux voies. C'est-à-dire que soit ils veulent que les autorités maliennes leur laissent la voie libre pour pouvoir intervenir comme ils veulent et surtout mettre le poids de leur volonté d'action sur le terrain. Surtout qu'on on avait senti un moment de tension entre eux. Tout à fait. Soit ils veulent qu'on puisse donc renforcer leur équipe pour pouvoir mieux interagir. Moi, je trouve que si c'est les moyens matériels, humains, financiers qui en manquent, je trouve que c'est déplorable. Il faut tout de suite relever ça et permettre et rappeler à l'ONU que la SDN, si vous le dites, la Société des Nations, a forcément disparu parce que elle ne disposait pas nécessairement de moyens pour envoyer les troupes donc sur le terrain. Et donc, si l'ONU veut vraiment exister et qu'elle veut et que cette ONU veut aller au-devant de toutes les scènes, il faudrait que ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de se battre, soient suffisamment outillés pour pouvoir donc agir. Parce que je ne crois pas que l'ONU manque de moyens pour pouvoir donc outiller ceux qui sont sur le terrain. Parce que les casques bleus, un casque bleu tombé, c'est de trop. Alors, Germain Poulu, une semaine jour pour jour, si je me souviens, 4 casques bleus ont été tués dans ce pays par un engin explosif improvisé. Alors, El Gassim Ouane, c'est le chef de l'aménagement dans ce pays, a décrit une situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme très difficile. Il a souligné des points. D'abord, une situation sécuritaire difficile. C'est peut-être le contraire de ce que le pouvoir malien, dirigé par le président Assimi Goïta, nous dit souvent. Oui, le pouvoir malien dit qu'il y a une montée en puissance dans des forces armées maliennes qui contrôlent beaucoup plus le pays, qui a favorisé le retour
de certains déplacés dans les zones qu'ils avaient quittées. Donc, on présente un bilan du colonel Koïta assez prometteur et rassurant pour demander qu'on lui laisse le temps de poursuivre. Au même moment, il y a quelques semaines, l'ONU qui fait la MINUSMA, qui fait ses rapports périodiques, avait fait état des violations des droits de l'homme par les forces armées maliennes avec une cinquantaine de civils tués dans un village au centre du Mali. Donc, c'est deux visions différentes diamétralement opposées du même pays. Bon, maintenant, qui est plus crédible, qui ne l'est pas, bon, on reste un peu dans cette guerre d'information. Alors, selon vous, qui est plus crédible, Jérôme Poli? Les Maliens maîtrisent mieux leur terrain, c'est leur pays, ils ne peuvent pas nous servir autre chose. Au même moment, on ne peut pas dire que l'ONU est en train de dire quelque chose qui n'est pas réel. Je ne veux pas trop juger parce qu'il y a une crise beaucoup plus grave, c'est l'affaire des mercenaires où le patron de l'ONU dit que ce ne sont pas des mercenaires et les Maliens disent que ce sont des mercenaires. Voilà. Donc, et là, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. On attend tout simplement des preuves des autorités maliennes pour nous dire si effectivement les 46 sont des mercenaires, quel était leur plan et comment ils comptaient opérer. Donc peut-être on aurait des preuves. Mais pour l'instant, on sent quand même qu'il y a un bras de fer que les Maliens engagés envers plusieurs entités, pas seulement envers la France, mais aujourd'hui même envers l'ONU, que le Mali accuse même de soutenir les positions de la France donc sur le pays. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, aujourd'hui l'ONU perd des hommes. Et notre pays, le Togo, qui fait partie de ces pays qui envoient des militaires, a perdu assez d'hommes aussi oui. au Mali. Plusieurs fois, des contingents ont explosé, leurs convois attaqués. Et donc, ça fait des pertes. Et face à ces pertes, il y a aussi les restrictions que le Mali impose à la MINUSMA. Des restrictions qui sont un peu justifiées parce que le Mali est en train de vouloir conquérir son territoire et veut un champ libre pour intervenir un peu là où il veut, sauf que l'ONU aussi est dans son rôle qui estime qu'on est là pour empêcher qu'il y ait des exactions. Et donc, quand l'ONU demande les moyens, il faut se demander de quel type de moyens on demande. Est-ce qu'on veut changer le mandat? Ils demandent qu'on change leur mandat au Mali pour qu'ils puissent agir autrement. Parce que quand vous discutez avec des militaires togolais qui ont été dans ces missions-là, ils connaissent les positions des djihadistes, parfois, mais ils ne peuvent pas les attaquer. Ce n'est pas leur rôle de faire la guerre. Et donc, eux, on les attaque, ils se défendent, mais ils n'ont pas le mandat d'aller les attaquer. Éliminer les djihadistes. Ils sont là pour la paix. Ils sont là, en fait, pour empêcher que les gens se battent. Est-ce que cette mission-là est la plus confortable aujourd'hui pour la MINUSMA? Je ne pense pas parce que... Alors, justement, j'ai vu la situation actuelle. Pas seulement au Mali, on sait tous les problèmes que... Justement, en RDC, est-ce qu'il faut changer de cap? Bon, les pouvoirs veulent que les missions la changent de mandat. Or, les missions onusiennes sont les mêmes. C'est d'empêcher que les gens s'entretuent jusqu'à un niveau, s'entretuent. C'est de garder les gens, de garder un peu la stabilité et la paix. Donc l'ONU n'est pas, ils ne sont pas des belligérants, ils n'interviennent pas dans la guerre aux côtés d'une force contre l'autre. Or aujourd'hui, dans les opinions, c'est qu'il y a des militaires qui ne nous protègent pas. Les militaires sont là et les rebelles ou les djihadistes nous attaquent, donc il faut qu'ils partent et que l'armée occupe ses positions. Et les armées aussi pensent que les militaires ne leur permettent pas d'avoir une bonne vision sur le territoire, d'abord qu'ils n'ont pas les moyens, maintenant qu'ils commencent par avoir certains moyens, ils voudraient avoir plus d'espace et intervenir, alors que ce n'est pas la mission de l'ONU. Donc, et on reste un peu dans cette guerre-là où c'est vrai les autorités, même quand elles ne veulent pas voir ces missions-là, reconnaissent leur utilité quand même, quoi qu'on dise. Par endroits, ces missions-là ont évité qu'on balaie certains régimes,
où les rébellions étaient beaucoup plus puissantes. Et par endroits, malheureusement, comme au Mali, pour les gouvernants, on estime que ces missions ont empêché aux soldats de pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, l'amunissement, les missions de l'ONU en général sont très mal à l'aise parce que de plus en plus dans les opinions, on demande leur départ. On ne sent plus leur utilité. Okay. Peut-être qu'il faut mieux expliquer, il faut réorienter les choses. Et quand vous êtes attaqué par des djihadistes, et quand l'armée aussi vous limite, c'est comme si vous êtes indésirable. C'est-à-dire que dans les deux camps, on ne vous aime pas. Ils sont isolés. Oui, ils sont isolés. Et donc, ça rend la tâche plus difficile. Et surtout qu'aujourd'hui, les populations aussi se lancent dans la danse, comme on a vu en RDC, où des gens ont manifesté, ont attaqué les positions de l'ONU. Et ça reste vraiment des situations inconfortables. Et je pense que les instances devraient revoir un peu le mandat de ces organisations-là. Parce que, quoi qu'on dise, au Mali, ça fait pratiquement 15 000 hommes, 13 000 militaires et presque 2 000 policiers. C'est plus que l'effectif de l'armée dans certains pays. Donc, quand ces troupes-là sont sur votre territoire, vous les voyez circuler, vous ne sentez pas que la situation sécuritaire s'améliore. Il y a de quoi, dans l'opinion, qu'il y a des plaintes et que les gens finalement s'en prennent à ces missions-là. Je pense qu'au Mali, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. On n'est pas encore arrivé dans la situation de la RDC. Mais ce n'est pas très loin. Et je crois que ce que réclame aujourd'hui le représentant de l'ONU, il faut que ces chefs à New York et ailleurs, donc à Genève, prennent en compte ce souhait-là et donnent plus de marge et de possibilités, de moyens à cette mission-là pour qu'elle se protège d'abord mieux et pour qu'elle puisse faire son travail. Et dans ce lot-là, quand même, on va quand même venir un peu sur le travail que fait le Togolais là. Vous savez que l'ONU a félicité nos médecins qui sont basés à Kidal, qui ont été honorés pour leur bravoure et le grand travail qu'ils abattent. Et je vous dis que c'est dans des situations assez difficiles. Et quand vous listez un peu le nombre de personnes, de malades qu'ils soignent, les interventions donc qu'ils font, vous réalisez que c'est des hôpitaux là qui marchent à fond, c'est dire qu'il y a des problèmes de santé dus parfois donc à des blessures sur le terrain, parfois d'autres problèmes, et ça reste des situations difficiles pour ces soldats qui sont en mission sur ces fronts-là. Alors, je vois, comme Italaké, c'est l'un des prismes qui a été évoqué tout à l'heure par Germain Pouli. L'autre, il faut préciser cela, ce sont les déclarations de l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, qui dit l'amunissement est en danger. Il a même évoqué les actions des groupes terroristes et les entraves aux activités de la mission. Nous comptons sur l'esprit de responsabilité des autorités de transition pour ne pas précipiter un départ dont les Maliens seraient les premières victimes. Comment vous analysez la sortie de Nicolas de Rivière? Vous savez, depuis que il y a eu ce problème de rétention de l'armée ivoirienne, de quelques 46 militaires venus de la Côte d'Ivoire vers le Mali et qui sont vraiment retenus. Depuis ce jour, je me méfie de juger à la hâte l'autorité de transition mise en place par le Mali, parce que je me dis qu'ils sont en train de faire de moult réflexions en vue d'éradiquer d'une manière ou d'une autre et d'en découdre carrément avec le djihadisme sur leur territoire. Et si vous suivez la ligne de leur direction, vous allez voir que la manière dont ils procèdent pour pouvoir donc endiguer au mal, c'est carrément différent. Ça a quitté carrément la routine et la façon dont ils comptent faire pour pouvoir donc éradiquer carrément le djihadisme est différent. Malgré qu'il y ait quand même quelques morts déplorables que nous déplorons, ils sont dans une certaine patience qui les pousse à agir surtout avec tact et méthodologie. Quitte à savoir si la méthodologie qu'ils sont en train de pratiquer
va aboutir vraiment à des résultats très probants. Et chose que nous souhaitons tous, parce que je ne crois pas qu'une autorité qui soit au-dessus d'un peuple ou qui soit mise en place par le peuple soit fière de voir sa population en train d'être tuée comme des moutons. Et donc, ils sont conscients, et pour ne pas être leur porte-parole, je dirais simplement que leurs techniques qu'ils sont en train d'utiliser, j'essaie simplement de les comprendre et d'étudier un peu cette méthodologie qu'ils essaient d'appliquer, parce que, il faut ne pas paraphraser Lamaille qui disait que la bonne méthode, c'est celle qui marche. Si nous avons toujours utilisé une méthode qui ne marche pas, il faut forcément changer de ligne et puis voir quelle est la méthodologie la meilleure. Et donc, c'est pas Nicolas de Rivière qui va proposer des pistes de solutions aux autorités maliennes. Je pense il a le droit de proposer, mais pas forcément que cela soit appliqué par les autorités maliennes. L'actualité également, c'est cette rencontre entre les groupes Peuls, parce qu'apparemment, il y a des Peuls qui sont un peu marginalisés, si on peut le dire, dans ce pays, qui connaissent des violences. Ils sont regroupés, ils ont demandé justement aux autorités de la transition de les protéger. Ils sont dans leur droit, parce que les Peuls sont aussi des Maliens. Et peu importe leur provenance, leur nombre, ils ont aussi le même privilège garanti par la Constitution et surtout par la Charte de pouvoir donc protéger l'intégrité et la sécurité des populations. Alors, pour moi, cette question, elle s'étend presque dans plusieurs pays africains. Hein. Vous voyez, c'est déplorable qu'on puisse dire qu'une section de la population vit certaines dérives liées entre nous. Moi, je m'en vais au-delà de tout ça, faire certaines déclarations qui peuvent choquer. Je me dis que pourquoi un Noir voit son propre frère, un Malien voit son propre frère malien tirer dessus, chercher à lui faire du mal et puis se dire humain. Donc, ce ne sont pas des Blancs qui sont en train de combattre les Noirs. Ce ne sont pas des étrangers qui sont en train de combattre le Mali. Ce sont, entre parenthèses, les Maliens eux-mêmes, ou soit ce sont des Africains entre eux-mêmes qui sont en train de mener des luttes anti-africains. Et je me demande, est-ce que le fait de mener une telle réflexion, le fait de pouvoir agir de la sorte, est-ce que nous nous arrangeons ou bien on est en train de faire reculer notre pays? Et je me dis, est-ce que ces personnes qui posent ces actes-là, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont quand même issus de même ancêtres et aïeuls? Et en le faisant, quelle est la réponse qu'ils donneront et leurs enfants, leurs progénitures donneront donc devant l'histoire qui les attend? Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin. La fin, c'est le Togo avec le décès de Patrick Lawson Bankou. On va en parler avec nos chers invités Germain Pouli et Joa Komitalaki.